Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'avoir accès aussi à des documents qu'on a retrouvés sur les miliciens du Hamas. Chacun avait un petit mot du commandement. Vos ennemis sont une peste incurable, sauf par décapitation ou par arrachement du cœur ou du foie. Tout a été fait pour massacrer dans des conditions vraiment atroces. D'ailleurs, il y a un certain nombre de rescapés des camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale qui disent qu'il y avait plus d'humanité dans certains camps que dans les bataillons du Hamas. Le 7 octobre 2023, l'histoire d'Israël s'est encore accrue d'une page dramatique, la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, le pays s'apprête à célébrer une fête religieuse lorsqu'un bulldozer défonce la frontière de la bande de Gaza et fraye le passage à des centaines de Palestiniens. Bilan, 1199 morts, 7400 blessés et 243 personnes prises en otage. Bonjour Stéphane Simon. Bonjour, merci Marc. de nous avoir rejoints. Vous êtes producteur de télévision, vous avez longtemps travaillé avec Thierry Ardisson, vous avez créé avec Michel Onfray la revue Front Populaire. Nous vous avions reçu, 2 ans pile, presque jour pour votre premier livre, Les derniers jours de Samuel Paty, aux éditions Plomb, sous-titré « Pourquoi cette tragédie aurait dû être évitée » et vous publiez aujourd'hui un deuxième livre, celui-ci, le 7 octobre, La riposte, qui vient de paraître chez Fayard. Près de 400 pages, vous y faites le récit glaçant avec votre co-auteur qui s'appelle Pierre Réhov. Le récit glaçant et à hauteur d'homme, minute par minute presque, de l'assaut du Hamas sur Israël le 7 octobre. Vous analysez la réaction israélienne et puis vous explorez la guerre secrète entre Israël et l'Iran qui accompagne ce bras de fer. Alors, première question, question habituelle, pourquoi est-ce que vous vous êtes penché sur ce sujet très couvert et particulièrement riche en atrocités, Stéphane Simon? D'abord parce que je considère qu'il n'est pas très couvert mais mal couvert. C'est-à-dire que on parle très souvent du Moyen-Orient, c'est vrai, mais on en parle de façon très superficielle et à chaque fois avec la démarche de ceux qui regardent un compte Instagram et qui sont évidemment brassés par des images de bombardements, par des enfants sacrifiés à Gaza, etc. Mais finalement, quels sont les ouvrages qui racontent ce qui se passe là-bas depuis longtemps, qui est en fait une guerre épouvantable et longue, qui est une guerre d'influence entre deux blocs, Israël, qui est en fait une puissance occidentale, une démocratie, et puis de l'autre côté une théocratie qui est l'Iran, qui cherche depuis des années à accroître son emprise au Moyen-Orient et qui se sert aujourd'hui de la cause palestinienne pour rassembler l'Oumma contre Israël et évidemment c'est beaucoup moins documenté, ça, c'est beaucoup moins raconté, c'est ça qui m'intéresse. À titre personnel, j'ai découvert Israël il y a un peu plus de 10 ans, j'y suis allé plusieurs fois, je me suis rendu compte que c'était un pays très intéressant, très vivant, très énergique et qu'en fait ce pays était toujours taxé de façon très critique par des gens qui n'y mettent jamais les pieds, qui pensent être autorisés à parler de cette partie du monde sans en avoir, je dirais, ni la connaissance historique, ni la connaissance géographique. Et donc, je trouvais intéressant de raconter, d'une part, de revenir en arrière et de raconter les journées du 6, qui sont les préparations à l'offensive du 7 octobre, du 7 octobre, du 8 octobre, et ensuite ce que ce traumatisme, puisque c'est le pire massacre de Juifs depuis la Shoah, qui s'est passé le 7 octobre 2023,
Qu'est-ce qu'Israël a fait de ce traumatisme-là? Et ce qu'Israël a fait de ce traumatisme-là, c'est un électrochoc sécuritaire qui a conduit à repenser complètement la stratégie d'Israël dans la région et à cette fois-ci ne plus jamais tolérer à ses portes et à ses frontières des pays ou des peuples qui veulent sa propre destruction. Donc aujourd'hui, Israël est en guerre, et c'est une guerre qui va être longue, dont la finalité est d'abattre ce qu'ils appellent la pieuvre. La pieuvre, c'est à la fois des tentacules, que sont le Hamas, que sont le Hezbollah, que sont les Houthis au Yémen, qu'était le régime de Bachar el-Assad, et puis c'est une tête, la tête qui commande, la tête qui livre des armes, la tête qui finance, et ça c'est à Téhéran que ça se passe, c'est le régime des mollahs. Et ce que nous racontons avec notre co-auteur, c'est cette guerre secrète qui se joue depuis déjà 18 mois, qui est une guerre à mort désormais et qui devrait conduire en 2025 à la chute du régime des mollahs. C'est en tout cas ce que nous pensons. On n'est pas, nous, je dirais, on ne lit pas dans des boules de cristal, mais on sait ce que cherche le régime d'Israël. Et évidemment, même si les agents du Mossad que l'on a pu rencontrer, des forces de sécurité, ne disent jamais clairement les choses, on sait qu'ils sont en guerre. Alors, voilà. on va revenir sur les épisodes de cette guerre et sur l'influence de l'Iran, mais auparavant, je voulais vous demander qu'est-ce qui parle ou qu'est-ce qui devrait parler spécifiquement à un esprit français dans cette page très violente de l'histoire récente. Quelle conclusion est-ce que, après avoir écrit ce livre, est-ce que vous en tirez pour la France? Est-ce qu'il y a des aveuglements français? Récemment, il y a eu des déclarations qui sont complètement à contretemps. Les déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, qui dit « on va reconnaître, et dans un calendrier très proche, l'État palestinien », c'est trop tard ou trop tôt. Mais en tout cas, c'est vraiment pas le moment. Je rappelle que les territoires palestiniens sont toujours dirigés, ce territoire palestinien qui est Gaza est toujours dirigé par le Hamas, par le frère du cerveau du 7 octobre, c'est-à-dire Mohamed Sinwar, qui est le frère de Yahya Sinwar, et si vous voulez, ce serait vraiment extrêmement maladroit de reconnaître et donner une prime, ce serait donner une prime aux terroristes qui, encore une fois, ont pratiqué un massacre dont le plan était simple. Il fallait tuer le plus de juifs dans des conditions les plus atroces pour stupéfier Israël et faire en sorte que l'État hébreu réagisse. Donc ce serait aujourd'hui aller au-devant de cette reconnaissance palestinienne, ce serait une prime donnée à cette politique du pire. Donc, je pense que pour les Français... Vous êtes tout à fait contre cette solution à deux États. C'est pas ça, c'est que d'abord, je pense sincèrement que la solution à deux États, d'abord, ça fait 70 ans qu'on en parle. Si elle avait dû avoir lieu, je pense que ça aurait déjà été le cas. Je rappelle dans le livre, mais tout le monde, tous ceux qui s'intéressent réellement et un peu sérieusement à ce problème de coexistence entre deux États, que 5 plans de paix ont été refusés par les Palestiniens, que ce soit du temps de Yasser Arafat ou aujourd'hui entre la haute autorité palestinienne et le Hamas. Tous les plans de paix, y compris ceux qui étaient proposés, initiés par Washington, ont été refusés. Il y en a eu 5. 5 plans de paix qui ont été refusés. On ne le dit jamais. On a l'impression que c'est Israël qui refuse la reconnaissance d'un État palestinien. C'est aussi, pourtant, c'est pas si compliqué de comprendre que c'est donnant-donnant. Oui à un État palestinien si cet État palestinien reconnaît l'existence d'Israël. Mais si cet État palestinien, ce qui a été toujours le cas, dit non à la reconnaissance d'Israël et la Palestine, c'est du Jourdain jusqu'à la mer, il ne peut pas y avoir de coexistence parce que Israël ne laissera pas d'État palestinien s'installer dans la région pour une raison aussi simple, c'est que c'est écrit, c'est l'article 80 de l'ONU, c'est Israël doit être partie prenante de cette coexistence entre deux États. Donc on laisse à penser que cette solution à deux États peut avoir lieu un jour. C'est méconnaître
la conflictualité qu'il y a depuis très longtemps dans cette région. Et en plus, en ce moment, c'est vraiment pas le moment puisque, je dirais, on a vu que Gaza était dirigé par les pires terroristes, les pires islamistes que cette partie du monde ait connue. Donc c'est vraiment pas, c'est marcher à contre-courant complètement que de vouloir proposer ça maintenant. Alors justement, Israël a vu ça dans sa chair, si on peut dire. Hein. Je voulais revenir un petit peu sur le déroulement des faits que vous racontez d'ailleurs de manière très saisissante dans ce livre, presque minute par minute, hein, dans les différents kibboutz, etc., avant, pendant, après. Alors, on le sait, hein, Israël n'a rien vu venir. Qu'est-ce qui a empêché les Israéliens, finalement, de prévoir ce qui pouvait se passer ? Ils ne sont pas spécialement iréniques, ni aveugles, ni défaitistes de nature. Alors, pourquoi n'ont-ils rien vu venir ? Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, on va dire, très conjoncturelle, qui est que Israël, le haut commandement militaire israélien, était assez satisfait des relations qui étaient à l'œuvre, on va dire, entre le Hamas et Israël. Quand je dis satisfait, c'est pas satisfait comme on peut être satisfait du travail de son enfant qui a bien travaillé à l'école, c'est pas ça. Mais il y avait une relative confiance. Ils n'ont pas vu qu'il y avait en vérité une taquilla réelle du Hamas. Le Hamas, quelques mois auparavant, donne des informations sur un groupuscule rival, enfin un groupe rival terroriste qui est le djihad islamique palestinien. Des informations capitales pour Israël. Donc le climat est pas mauvais. De son côté, David Bernea, le patron du Mossad, va à Doha, au Qatar, et laisse rentrer massivement beaucoup d'argent pour financer le Hamas, parce que ça permet de payer les fonctionnaires du Hamas, ça permet de payer la centrale électrique. Bref, les rapports ne sont pas mauvais. Israël, simplement, j'ai lu ça avec Israël surprise. se laisse berner, entre guillemets. Israël donne de l'argent au Hamas. Laisse donner de l'argent, c'est pas pareil. Laisse donner de l'argent. Et puis, il y a quelque chose de plus grave, si j'ose dire, là pour le coup, dans les responsabilités du haut commandement militaire israélien, c'est qu'il y a une espèce de grande arrogance. En gros, la veille, le 6 octobre, on raconte les 90 minutes de discussion qu'il y a entre les chefs israéliens de Tsahal, du Haman, de l'unité 8200, etc., qui sont en fait des conversations où tout le monde est convaincu que, certes, il y a des choses qui se préparent, mais c'est un peu comme d'habitude. Ils n'arriveront pas à faire quelque chose de toute façon de très menaçant. Mais personne n'anticipe une opération de cette ampleur. Vous avez dit tout à l'heure, il y a une première entrée. C'est pas une première entrée en fait sur le territoire israélien. C'est à 30 points différents le long du mur que des unités de miliciens du Hamas rentrent. Jamais il n'a été anticipé une intrusion de cette importance, c'est-à-dire à plusieurs points. Et même le 7 octobre, pendant plusieurs heures, le haut commandement militaire est déstabilisé. Personne n'a envisagé une intrusion comme ça. Tout le monde a envisagé des intrusions uniques, mais pas multiples comme ça. Ça montre à quel point le commandement militaire israélien est totalement dépassé. Par ailleurs, il y a aussi des problèmes... Il y a un espèce d'effet de ligne Maginot. Exactement. Derrière, hein. Et là, on en revient à un vrai problème qui est en fait deux stratégies de défense. À l'origine, Israël a toujours pensé que sa meilleure défense, c'était l'offensive. Et puis, après 1967 et jusqu'en 73, il y a eu ce qu'on a appelé les lignes Barev, qui en fait étaient une espèce de ligne Maginot. Et ces lignes Maginot ont changé la stratégie de défense d'Israël jusqu'à la guerre de Kippour, qui a été une guerre perdue dans un premier temps, puis après ensuite gagnée. Mais si vous voulez, là d'un seul coup, Israël s'est rendu compte que eh bien, elle n'était pas à l'abri de ses propres lignes de défense comme ça. La stratégie a de nouveau évolué, puis elle est revenue en arrière avec la construction de ces murs de Gaza et tout autour de Gaza. Et donc, Israël a complètement oublié, tous ses commandements militaires ont oublié les leçons
du passé. Et c'est ça qui est très grave. Finalement, c'est qu'ils se sont sentis un peu à l'abri derrière ces murs. Or non, ils ne l'étaient pas. Loin de là. Alors, il ne l'était pas, d'autant que, en fait, il y a une pluie d'argent qui tombe sur la Palestine. Vous parlez d'envoi de fonds dans la bande de Gaza, et surtout du coût des tunnels, ça m'a frappé. 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard. Pour creuser des tunnels. Ils viennent d'où, ce 1,5 milliard? Il y a des aides dans tous les sens. Il faut se souvenir aussi que l'Union européenne a aussi donné beaucoup pour la Palestine, notamment pour construire vous savez, un réseau hydraulique très important. Et en l'occurrence, ce réseau a servi à faire des tirs, des lance-roquettes. Donc on voit à quel point l'aide financière ou l'aide logistique peut être détournée de son objet. Ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, ce 1,5 milliard d'argent extérieur, qui peut venir de différentes... Il y a différents pourvoyeurs. Il y a de l'aide internationale, il y a de l'aide du Qatar, il y a de l'aide de l'Iran pour une centaine de millions de dollars chaque année. Et tout cet argent va finalement servir au Hamas pour faire quoi? Pas pour protéger sa population, pas pour la mettre à l'abri, mais pour faire des tunnels, pour en fait poursuivre le plan qu'a un des cerveaux du 7 octobre, qui a toujours été de dire il faut à la fois attaquer Israël par les airs avec les missiles et par en dessous. C'est la fameuse théorie du en dessus et du en dessous. Et ces kilomètres de tunnels vont servir après à la capture des otages. C'est pour ça qu'à l'heure où on se parle, il y en a encore plus d'une quarantaine qui sont toujours pas libérés. C'est parce que c'est un réseau incroyable sous les plages de Gaza et les kilomètres de Gaza. C'est un réseau incroyable de tunnels qui ont été construits avec de l'argent extérieur. Des dizaines, voire des centaines. 1,5 milliard d'euros. De kilomètres. Alors, plus de 500 kilomètres. 500 kilomètres. Un budget global estimé à 1,5 milliard d'euros investi dans la construction de 500 kilomètres de tunnels. C'est impressionnant. Alors, quel but les terroristes du Hamas et leurs alliés dans cette opération poursuivaient-ils? Pourquoi est-ce qu'on franchit la frontière et on massacre des populations civiles? Est-ce que c'est un but politique? Est-ce que c'est un but religieux? Vous dites, en fait, l'idée, c'est de convertir les modérés à une forme radicale et politisée de leur croyance. En gros, de braquer l'opinion publique musulmane. C'est ça? Braquer l'opinion publique. C'est une opération de communication géante? Alors, d'abord, c'est une opération pour eux, évidemment, qui est à la fois moyenâgeuse et d'une modernité médiatique incroyable. C'est-à-dire que l'idée est de tuer, dans des conditions les plus brutales possibles, le maximum de juifs pour déclencher la fureur de l'État hébreu. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut remarquer que c'est très réussi. Et qu'est-ce qui se passe dans les semaines qui suivent? C'est qu'au bout d'un moment, eh bien, on commence à dire que c'est une armée génocidaire qui est à l'œuvre, que Israël finalement n'a eu que ce qu'il méritait, que la brutalité de la réponse confirme que ce régime est absolument sanguinaire. Et tout le monde oublie que Israël est une démocratie quand même. On a juste oublié ça. Et qu'en face, vous avez des gens qui ont été élus dans des conditions on ne peut plus douteuses et qui par ailleurs pratiquent qui sont un groupuscule, enfin un groupe terroriste qui est politiquement ce qu'il y a de pire sur la planète. En fait, le Hamas n'a rien à envier à Daesh, si vous voulez. Ce sont quand même des gens extrêmement. Il faut savoir, il faut dire deux mots de qui est Yahya Sinwar, le patron du Hamas, le patron exécutif du Hamas. C'est quelqu'un qui a tué de ses propres mains des opposants. C'est quelqu'un qui torture des gens qu'il soupçonne de pouvoir avoir des liens avec Israël en versant de l'huile bouillante sur la tête des suspects. Vous voyez quel genre d'individu c'est. Et c'est quelqu'un qui a fomenté la journée du 7 octobre avec l'idée... D'ailleurs, il les a fomentés, ce plan, il l'a fomenté dans les prisons israéliennes.
Il faut quand même le savoir. C'est quelqu'un d'assez pervers. Il a passé longtemps en prison. Il est resté longtemps en prison en Israël. Il a passé son temps d'ailleurs à étudier la Torah, à étudier les écrits israéliens, à se pénétrer de la culture religieuse israélienne et la culture même séculaire d'Israël pour mieux connaître son ennemi. C'est quelqu'un qui est dans une haine et dans une soif de sang israélien qui est absolument incroyable. Et pour la petite anecdote, quand même, il faut savoir qu'il a été soigné, lui, d'une tumeur au cerveau dans les prisons israéliennes. La récompense de ça, c'est que ce sera le type qui l'a sauvé, dont on a eu la chance de faire l'interview, qui s'appelle Yuval Biton, eh bien, un de ses neveux a été capturé par les gens du Hamas et son corps n'a jamais été rendu à la famille. Voilà. Donc c'est pour vous dire que il n'y a pas d'un côté les gentils Palestiniens et les méchants Israéliens. C'est beaucoup plus tordu, la réalité de cette partie-là du monde. En tout cas, le plan, pour revenir à cela, le plan, il est absolument... En tout cas, ils ont très bien réussi, puisque les masses musulmanes, en Afrique du Nord, mais même en France, on voit bien les défilés pro-palestiniens qui existent, etc. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Il n'y a pas beaucoup de gens qui disent on est pour un plan de paix là-bas. Non, c'est État génocidaire, dictature, l'extrême droite. C'est toujours une foultitude de critiques contre Israël, mais pas beaucoup de remise en question du commandement du Hamas. Moi, ce qui m'a frappé, c'est d'avoir accès aussi à des documents qu'on a retrouvés sur les miliciens du Hamas. Vous savez, il y avait chacun avait un petit mot du commandement pour les soldats. Le petit mot du commandement, c'était vos ennemis sont une peste incurable, sauf par décapitation ou par arrachement du cœur ou du foie. Premier mot du commandement. Deuxième mot du commandement, c'est un lexique pour pouvoir s'adresser. Mais là, c'est pas pour demander son chemin ou un verre d'eau. C'est baisse ton pantalon, tais-toi ou je te tue, etc. C'est-à-dire, on voit bien que tout a été fait pour sidérer l'opinion, tout a été fait pour massacrer dans des conditions vraiment atroces. D'ailleurs, il y a un certain nombre de rescapés des camps de la mort de 1900, de la Seconde Guerre mondiale qui disent qu'il y avait plus d'humanité dans certains camps que dans les bataillons du Hamas, dans certains camps nazis. Donc, vous voyez un peu de quoi on parle. Et ça, c'est des paroles d'Israéliens qui sont que l'on rapporte. Donc, ce plan a été fait pour sidérer l'opinion, pour créer une situation totale de déstabilisation de la région et une réaction très puissante d'Israël, avec l'idée à chaque fois aussi de coaliser l'Oumma. Qui, par ailleurs, dans cette région du monde, il faut donc savoir, la communauté des croyants musulmans. Voilà, la communauté des croyants musulmans, mais il faut savoir que dans cette région, il y a à la fois des chiites, comme à Téhéran, et des sunnites, qui, eux, sont de la même obédience, si vous voulez, que l'Arabie saoudite. Et donc, un des arguments terribles que les gens n'entendent pas toujours bien, c'est que le combat pour la Palestine libre, c'est une manière de transcender les différences religieuses entre sunnites et chiites. Et ça explique pourquoi Téhéran, qui est d'un cynisme absolu... Ça sert à coaliser, vous voulez dire, ces différentes... Absolument. Et on raconte dans le livre le cynisme absolu, par exemple, de Téhéran, qui donne ses ordres directement au Hezbollah. Le Hezbollah a massacré un camp de Palestiniens pendant la guerre de soutien à Bachar el-Assad. En vérité, Téhéran se soucie comme d'une guigne du sort des Palestiniens. C'est ça qu'on ne mesure pas. C'est à quel point il y a un cynisme à l'œuvre dans cette région qui fait des Palestiniens le peuple mais maudit par excellence, parce qu'ils sont le jouet de lutte d'influence entre Téhéran et l'Arabie saoudite. Et ils ont la réputation dans tous les pays qui en accueillent une partie d'être un peu des terroristes et de poser des bombes, etc. Donc Bien ils sont sûr, pas toujours les bienvenus en Jordanie et ailleurs. Et combien de personnes disent actuellement que les Palestiniens ne soutiennent plus qu'à 5%
le Hamas? Très peu de gens. Vous voyez assez peu de gens de la France insoumise en ce moment dire qu'il est temps d'en finir avec le Hamas, qui n'a plus les faveurs du peuple palestinien. Non, on ne parle pas de ça. On préfère critiquer Israël plutôt que faire l'examen de ce qui est à l'œuvre aussi dans les territoires palestiniens. Vous fondez ces chiffres, ce sont quoi, des sondages d'opinion Ce sont des sondages d'opinion qui ont été faits par des organisations internationales, donc c'est pas des chiffres qui sortent de mon chapeau. Ouais. Et ça, je dirais que il faut s'interroger là-dessus parce que sérieusement, quand vous réfléchissez sur le terrorisme islamique à travers le monde, le seul terrorisme islamiste qui n'ait jamais de condamnation définitive et sérieuse, c'est le terrorisme islamiste qui s'exerce contre Israël. Et là, on voit bien qu'il y a un vieux fond d'antisémitisme mondial qui en est, je dirais, la raison. Oui, il y a un antisémitisme qui est très répandu, d'ailleurs, Mais cet antisémitisme, aujourd'hui, revêt une autre forme qui est l'antisionisme. Mais quand on dit antisionisme, ça veut dire... Être antisioniste, ça veut dire être contre l'existence d'Israël. Il faut quand même pas oublier ça. Ça veut dire quelque chose. C'est pas anodin de se dire moi je suis pas antisémite, je suis antisioniste. Ça veut dire donc que tu dénies le droit d'Israël d'exister. C'est quand même pas anodin. Alors, la réaction de Netanyahou face à 7 octobre a été assez foudroyante. D'abord, il a été très impacté lui-même, puisque évidemment il était pris en faute, il était au pouvoir au moment où ça s'est passé. La réaction va être énorme et très radicale de la part de Netanyahou. Il y a un élément qui est frappant, c'est cette histoire de pagers et de talkie-walkie que Israël arrive à faire exploser. Ces pagers et ces talkie-walkie qui sont portés par des dirigeants du Hezbollah, des cadres du Hezbollah. Voilà. Alors, si vous voulez, moi, d'abord, la démarche du livre, c'est pas un livre de défense d'Israël, de critique de ceci ou de cela. Nous, on fait un livre d'examen. On porte à la connaissance du public des faits qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Par exemple, ce que l'on a voulu raconter, c'est tout ce qui se passe entre deux séquences d'actualité très fortes. Il y a des opérations qui sont faites pendant ces 18 mois qui viennent de s'écouler depuis octobre 2023. Il y a eu des tas d'opérations qui sont des éliminations ciblées, qui sont des opérations contre les cadres du Hezbollah, avec cette opération incroyable des pagers et des talkie-walkie piégés que peut-être on apprendra encore dans les écoles militaires dans 20 ans. C'est-à-dire, c'est une opération d'une profondeur incroyable. C'est une opération qui a commencé il y a 10 ans pour arriver à créer, s'infiltrer à la fois au niveau de la fabrication, puis après du marketing et de la distribution de ces technologies anciennes que sont les pagers, etc. Et tout ça, ça part d'une idée d'une des soldats du Mossad qui a simplement écouté de façon régulière les cadres du Hezbollah et qui a vu qu'il y avait une méfiance grandissante en fait des cadres du Hezbollah et de son chef suprême Hassan Nasrallah pour les technologies des smartphones. En gros, le petit Satan est derrière les smartphones, donc il faut plus communiquer d'informations importantes sur ces supports-là. Et donc, il y a 10 ans, l'idée a été de piéger donc les technologies qui étaient possibles de piéger. On va pas la fumée et le téléphone arabe entre guillemets, c'est pas piégeable. En revanche, ce qui est piégeable, ce sont les téléavertisseurs, ces fameux pagers. Et les Israéliens vont penser, le Mossad va penser à créer une société en Hongrie qui va commercialiser des téléavertisseurs qui seront passés entre les mains des Israéliens, qui auront été chargés de micro-quantités d'explosifs. Il faut savoir que l'ensemble des 4000 pagers qui vont être piégés, ça fait à peine l'équivalent d'un kilogramme d'explosifs. Donc c'est vraiment incroyable de performance. Et cette opération va permettre de complètement sidérer
le Hezbollah à un moment où le Hezbollah préparait encore une nouvelle offensive contre Israël au nord du pays. Voilà. Et puis derrière, il y a eu l'assassinat, l'élimination, on va dire, de son chef charismatique, Hassan Nasrallah, qui va faire l'objet, là aussi, d'une opération très spectaculaire, puisqu'il y a une petite dizaine de F-15 israéliens qui vont aller larguer des bombes en série, ce qu'on appelle le daisy chaining en langage militaire. Ça consiste à larguer près d'une centaine de bombes sur un même endroit pour arriver à pénétrer en profondeur et à toucher au fin fond du bunker de Hassan Nasrallah, celui-ci, alors qu'il y a d'ailleurs, ironie du sort, il regarde à la télévision l'allocution du président, du premier ministre, israélien, Benjamin Netanyahou, à la tribune de l'ONU. C'est toutes ces opérations, en fait, qu'on a voulu raconter. Il y en a d'autres, il y a l'élimination des chefs Marwan Issa et Mohamed Seif, notamment, que vous racontez, certains avec des drones. Oui, il y a aussi la manière dont les services israéliens ont coincé Shrouk, qui est Fouad Shrouk, je cherchais son prénom, qui lui va être coincé par sa vie sentimentale. C'est grâce aux écoutes sur 4 de ses maîtresses que les services vont progressivement arriver à le retrouver. Et au moment où il envisage de se marier et se mettre en règle avec certaines d'entre elles, puisqu'il envisage d'épouser plusieurs de ses maîtresses, et bien que l'opération va se cibler totalement contre lui. C'est toutes ces opérations qui sont des histoires qu'on peut pas raconter au journal de 20 heures. Les journalistes n'ont pas ces informations à ce moment-là, que l'on a cherché à collecter et à raconter, comme on raconte vraiment une guerre d'espionnage contre espionnage entre des pays qui se font une guerre secrète, une guerre de l'ombre. C'est ça. Alors, vous dites qu'ils ont emporté toutes les batailles, Israël, sauf la communication. On en a parlé. La propagande antisioniste est très puissante. Est-ce que la guerre, cette propagande, etc., ne crée pas des générations, finalement, je pense évidemment aux Palestiniens, mais au-delà aussi, pourquoi pas en France, des générations de gens qui vont être extrêmement antisionistes, pour ne pas dire pire. Mais vous avez parfaitement raison. Et pour des générations. Israël a gagné depuis 18 mois sur le terrain. Elle a gagné la guerre, mais qui n'est pas encore finie, dont les derniers épisodes ne sont pas encore connus. Mais elle a gagné la guerre, mais Israël a perdu en revanche la bataille médiatique, c'est une évidence. Le pays sort totalement écorné, son image est totalement écornée. On parle de 50 000 morts palestiniens. Alors, ça dépend. Si vous écoutez Émeric Caron, ça peut même monter jusqu'à 80 000. En l'occurrence, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt entre 40 et 50 000 morts, ce qui est déjà énorme. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que dans ces 40 à 50 000 morts, il y a énormément de miliciens du Hamas qui ne portent pas de tenue militaire, puisque ce n'est pas une armée régulière, ils ne portent pas de tenue militaire. Donc, très souvent, on donne comme étant de la population civile des miliciens du Hamas. En vérité, on sait que... On dit qu'il y en a à peu près la moitié. Ouais, 1 pour 1. C'est-à-dire que... Et donc... c'est terrible de dire ça parce qu'à côté de ça, je mesure à quel point c'est choquant quand même d'avoir 20 000 personnes mortes dans les populations civiles. Mais quand on sait que la France frappe en Irak pour détruire Daesh et fait 7 morts civiles pour 1 militaire de Daesh, on voit que l'armée israélienne n'est pas aussi génocidaire qu'on veut bien le raconter. D'ailleurs, si cette armée était complètement génocidaire, il y a longtemps qu'elle aurait foudroyé 2,5 millions de Palestiniens. C'est pas ce qu'on observe. On observe qu'aujourd'hui, les plans pour l'avenir de Gaza sont en gestation et sont très disruptifs par rapport à ce qui avait été donné comme une solution à 2 États. Évidemment, pour autant, les massacres ne sont pas gratuits, contrairement à ce qu'on veut faire penser. L'armée israélienne, évidemment, connaît des bavures, évidemment, et il y a des frappes qui touchent des populations civiles, mais il faut comprendre aussi que le Hamas se sert de sa population comme de bouclier humain. Récemment, il y a eu des frappes dans l'espoir de toucher celui dont je rappelais l'existence, Mohamed Sinwar, le frère de Yahya Sinwar, qui a pris en fait aujourd'hui la tête du Hamas. Eh bien, il est
étaient logés sous un hôpital. C'est aussi ça qui explique les images aussi choquantes que l'on puisse voir à la télévision. Il n'y a pas l'envie du côté de l'armée israélienne de Tsahal de frapper des hôpitaux pour tuer des enfants. C'est pas vrai. Il y a une chasse, une guerre qui prend en otage les écoles, les hôpitaux, et tout ça fabrique, et c'est en ça que le Hamas a gagné la bataille, une partie de la bataille médiatique, c'est qu'ils ont réussi à accréditer l'idée finalement que l'armée israélienne est une armée génocidaire et qu'elle frappe sans aucune vergogne les écoles, les hôpitaux, etc. Ce qui n'est pas exactement la réalité, évidemment. Et alors, vous dites, chez les réfugiés, il y a un mot qui revient sans cesse, et ce mot, c'est djihad. Absolument. Donc ça promet pour l'avenir quand même. Mais de toute façon, il y a un énorme problème, c'est que, en vérité, on peut reprocher aux instances internationales de n'avoir pas su, depuis 70 ans, créer les conditions de sécurité sur place. Voilà, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, certes, Israël a gagné la guerre, mais elle a perdu la guerre médiatique, ce qui veut dire que pendant, vous le disiez, pendant des générations encore, on va voir des sentiments de vengeance animer ces populations contre les Juifs. Et évidemment, on voit bien qu'est galopant l'antisémitisme comme jamais aujourd'hui. Donc tout ça fait que il faut, comment dirais-je, il faut essayer de lire et de comprendre ce qui est à l'œuvre là-bas. Mais c'est pas le combat du bien contre le mal. C'est beaucoup plus subtil. Il n'y a pas le blanc et le noir d'un côté. On est que dans des nuances de gris. Vraiment. Alors, vous écrivez aussi, pour Israël, les menaces vitales et les pogroms mènent toujours à Téhéran. Alors, on en a parlé tout à l'heure. L'Iran, c'est le grand ennemi d'Israël. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un conflit ouvert avec l'Iran, entre Israël et l'Iran? Comment est-ce qu'il peut se terminer? Quel serait le but vis-à-vis de l'Iran? Est-ce il suffit de chasser les mollahs ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? En ce qui concerne mon avis, ça a peu d'importance, mais si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que tous ceux que j'ai interrogés pour la rédaction de ce livre m'ont tous dit la même chose. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre l'Iran. Voilà. Donc cette fois-ci, la guerre ira jusqu'à son terme. Les tentacules aujourd'hui que sont le Hamas, le Hezbollah, le régime de Bachar el-Assad, les Houthis, sont dans un état plus ou moins de dislocation. Mais le danger ne vient plus de là. Le danger est encore, en revanche, à Téhéran. Et Israël bénéficie aujourd'hui comme jamais de la protection et je dirais, de la charge affective de la nouvelle administration américaine. Les équipes de Trump apportent leur soutien plein et entier à l'actuel gouvernement israélien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, Israël a pu passer des commandes d'armement militaire comme jamais il n'avait pu le faire. On s'est laissé dire que c'est près de 7 milliards d'armements militaires qui ont été commandés et qui sont en cours de livraison, dont les fameux bunker busters, c'est une arme américaine que jusqu'à présent l'administration Biden refusait de livrer à l'Iran, qui aujourd'hui, ces fameux bunker busters ont été livrés en Israël. Et il faut savoir que ces bunker busters, ce sont des bombes qui permettent de rentrer dans le béton comme dans du beurre finalement. Et c'est avec ces équipements-là que Israël pourrait faire la guerre dans les semaines qui viennent, avec la bénédiction entre guillemets et peut-être plus que la bénédiction de l'administration américaine. Donc, si vous voulez, je ne suis pas Madame Irma, mais je vois bien qu'à l'œuvre, c'est plutôt des temps de guerre qui arrivent plutôt que des temps de paix. Est-ce qu'avec la situation des Palestiniens, donc qui traverse complètement ce conflit, est-ce qu'on n'a pas là un moteur pour l'extrême gauche française qui risque de durer longtemps? De toute façon, on voit bien que l'extrême gauche française utilise la cause palestinienne. C'est d'ailleurs quand on y réfléchit à deux fois, c'est d'un cynisme absolu. Alors on peut comprendre, évidemment, on peut comprendre toute la compassion qu'on doit avoir pour ces enfants palestiniens qui sont tués, ces victimes civiles, etc. Il y en a toujours de trop. Mais
l'extrême gauche française, comme beaucoup d'extrême gauche à travers le monde qui utilisent la cause palestinienne, le fait avec beaucoup de cynisme. On voit bien l'arrière-pensée des cadres de LFI en France. C'est de la politique, de la basse politique entre guillemets. Il s'agit de compter sur le soutien de quartiers qui sont évidemment qui se sentent solidaires des Palestiniens, mais c'est une forme de cynisme politique qui est terrible, entre guillemets. L'importation du conflit israélo-palestinien en France, c'est pas reluisant quand on veut juste se faire élire pour devenir député ou maire de tel ou tel quartier. Moi je trouve ça épouvantable. Je préfère que les journalistes, les hommes politiques essayent d'expliquer les choses plutôt que de les instrumentaliser. Stéphane Simon, merci beaucoup. Je recommande votre livre, le 7 octobre, La Riposte, écrit avec Pierre Réhoff, et qui vient de sortir aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous Marc. Qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, qui est le grand quotidien de la France droite. Mais ça, vous le savez, c'est indispensable et c'est gratuit. Vous le savez aussi. Soutenez notre combat, c'est important. Vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.